Alors, vous êtes allé... C'est comme ça. Bonjour Emmanuel. Salut Henri. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, d'après ce que je vois et ce que je comprends, c'est que vous êtes devenu un grand voyageur. Oui. Vous faites vraiment... Non, nous sommes effectivement sollicités par des personnes qui regardent le blog et puis qui ont le souhait de nous expliquer à quel point ils sont projetés dans la misère à cause du fisc et pour des motifs qui, la plupart du temps, ne sont pas raisonnables et ne sont pas en adéquation avec la misère dans laquelle ils sont projetés. Alors, effectivement, j'essaie, dans mes périples professionnels, comme je roule beaucoup, quand ces personnes qui nous appellent sont pas trop loin d'un de mes passages, j'essaie de m'arrêter pour les voir. Et donc là, nous allons regarder une interview que j'ai fait dans la Drôme. Dans la Drôme, d'une dame. Alors, Magali. Magali, avant que vous le regardiez, je voudrais dire deux ou trois choses. La première, c'est que je n'ai pas osé filmer la misère matérielle, c'est-à-dire l'appartement de cette dame, parce que ça m'a un peu choqué, parce qu'il n'y avait rien, plus rien dedans, plus rien. Donc ça m'a un peu choqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je n'ai pas osé non plus lui faire dire ce qu'elle m'avait dit. Et donc, parce que cette misère fiscale, vous savez, on est habitué à voir une misère dans la rue où les gens viennent quasiment vous provoquer en vous disant « Regarde-moi, je suis miséreux, tu me dois, toi qui ?» Alors, on a une espèce d'agression. Mais la misère fiscale, les gens... se cachent. La cachent. Oui, je sais ça. Alors, elle ne m'a pas dit ce qu'elle m'avait dit au téléphone, c'est-à-dire le fait qu'elle ne peut plus payer la cantine de son fils, le fait que dès le mois de mars, elle sera virée de son appartement, elle ne peut plus payer le loyer, le fait qu'elle est vraiment à l'agonie, quoi, ça va très très mal. Et quand j'ai voulu aller sur ces questions, elle a sauvé la face, quoi. Bon, sans doute, peut-être que je ne m'y suis pas assez bien pris, parce qu'en réalité, on devrait montrer ça, mais bon, je n'ai pas fait ça. Et puis, le deuxième point, où je me suis trompé dans les comptes, c'est-à-dire que... Oui. Je me suis trompé dans les comptes, c'est-à-dire qu'on lui réclame 320 000 euros, voilà. Et moi, j'ai transformé à un moment donné ça en 3 000 euros, parce que j'étais très fatigué, j'arrivais de Paris, j'avais 8 heures de route dans le dos. Plus. Oui, à la fin, vous parlez de 3 200 euros, le 320 000 euros, mais elle rectifie un peu derrière. Oui. Enfin bon, donc il faut comprendre que quand je dis 3 000 euros puis que j'ai l'air un peu perdu, c'est qu'en fait, j'ai un peu perdu le fil. Et bon, j'ai fait 4 000 km dans la semaine, j'ai été un peu fatigué. Donc on regarde ça et on en parle après. Oui, absolument. Bonjour, nous sommes avec Magali, chez Magali, qui est une victime du fisc, et nous allons évoquer sa situation qui est assez extraordinaire. Donc Magali est une jeune femme qui, il y a une dizaine d'années, a épousé un monsieur, et tous deux étaient salariés. Lui travaillait dans une association qui s'occupait des réinsertions des prisonniers. C'est bien ça, Magali? Oui. Voilà. Dans le cadre de son activité, votre époux, dont je ne connais pas le prénom, qui s'appelle Claude, donc s'est fait embarquer par un escroc. C'est ça le problème des escrocs, c'est qu'ils ont toujours beaucoup de charme et on se fait facilement embarquer. Donc un escroc que l'association dans laquelle il travaillait a sorti de prison. Et cet escroc a embauché donc votre ancien époux Claude dans des sociétés qui ont fait en fait des malversations, tant et si bien que assez rapidement, donc Claude, votre époux, s'est retrouvé inquiété par la justice jusqu'à aller en prison. On est bien d'accord jusque-là. Donc quand vous prenez conscience de ça, vous n'êtes pas dans ces sociétés, vous ne travaillez pas avec... Si vous travaillez avec lui quand même. Non, jamais. Jamais. Donc vous ne travaillez pas avec lui. J'ai mis les pieds, rien du tout. Je n'étais même pas au courant. D'accord, vous ne travaillez pas avec lui, donc vous apprenez qu'il va en prison, bien sûr, évidemment. Et là, vous partez, tout ça se passe à Lille. Hein. Et donc Magali, qui est de... On est pas en Provence encore ici. Drôme. On est dans la Drôme. Donc nous sommes dans la Drôme. Magali, qui est dans la Drôme, rentre chez elle, chez ses parents, avec son enfant. Bien. Tout ça, finalement, est un peu, je dirais, déjà triste en soi, parce que c'est une vie difficile, et on va voir que là, ça devient tout à fait dramatique. Donc, quand vous rentrez, alors, donnez-moi la date exactement. Donc, vous rentrez dans la Drôme, en combien? En 2012. En 2012. Oui. Bien. Et quand vous arrivez là, très peu de temps après, votre papa est décédé, et votre grand-mère décède peu de temps après. On va voir que ça c'est important après pour la suite.
Quand vous arrivez ici, vous avez tout d'un coup une avalanche de demandes des services fiscaux de Lille, donc je suppose. Non, de la Meuse. De la Meuse, Oui. parce que l'entreprise était dans la Meuse. Lui, il a implanté au domicile, enfin l'ancien domicile de la Meuse. D'accord. Voilà. Donc le fisc, donc quand l'ancien époux de Magali qui a eu des malversations, on comprend aisément que dans le même temps, il n'a pas tout à fait bien rempli peut-être ses imprimés fiscaux. On peut supposer qu'il a fait au moins des erreurs, enfin bon. Toujours est-il que le fisc réclame une ardoise de 325 000 euros. Et cette ardoise, tout d'un coup, le fisc, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, parce que ça devient quand même assez scandaleux, donc ces 325 000 euros sont probablement dus, sans doute dus par Claude et puis son associé escroc qui est en prison à l'heure actuelle, je crois. Oui. Qui est actuellement en prison. Je crois que, je ne sais pas, apparemment, il serait sorti. Il serait sorti, bon. Voilà. Enfin, il rentre, il sort de prison, bon, c'est comme ça pour les escrocs. Hein, c'est la vie des escrocs. Voilà. Donc, ce monsieur escroc et Claude, votre ex-époux, ont mal géré leurs affaires et donc doivent probablement, on peut dire peut-être, 325 000 euros au fisc français. Bon, pas de problème, le fisc français a évidemment tous les droits pour récupérer cette somme sur ce monsieur escroc et sur Claude, l'ancien mari de Magali. Mais ce n'est pas ce que fait le fisc, parce que comme je suppose que ni l'escroc ni le mari n'ont d'argent, le fisc va tomber directement à bras raccourcis sur Magali, qui n'est évidemment pour rien dans cette affaire, puisque, un, elle n'a pas travaillé avec son mari, deux, elle n'a pas été informée de ce qu'il faisait, et trois, elle est partie, elle a divorcé, et elle est revenue chez ses parents. Et quand elle arrive là, eh bien, elle se met à travailler, bien sûr, et là, le fisc arrive avec sa facture de 325 000 euros, et le fisc va donc la harceler, faire des ATD sur son compte, et aller jusqu'à la chose quand même qui est le summum de l'escroquerie d'État, c'est-à-dire que Magali va hériter d'une petite maison de sa grand-mère paternelle, elle en hérite parce que le papa est décédé, et le fisc prend une hypothèque sur cette maison, et aujourd'hui cette maison... Plusieurs maisons, plusieurs ils maisons. ont tout hypothéqué. Ils ont tout Mes hypothéqué. terrains, mes vignes, tout. Voilà. Donc, le fisc qui... donc, aujourd'hui, il y a une de ces maisons qui se vend, et le fisc veut saisir votre part dans cette maison. Voilà. Donc, on voit bien la situation. Donc, Magali a la difficulté d'élever un enfant seul, la difficulté d'avoir perdu son époux, elle est sans revenu, donc vous n'avez plus de revenus du tout alors qu'il est. Oui, pour le moment, oui. Bon, donc, vous êtes dans une situation de désespérance. Ah, vous avez un téléphone qui sonne. On va laisser sonner. Donc vous êtes dans une situation de désespérance importante puisque vous n'arrivez pas, bon c'est très difficile de trouver du travail en ce moment, donc c'est très difficile, vous n'arrivez pas à payer vos loyers, vous n'arrivez pas, comment ça se passe avec cet enfant? Vous arrivez quand même à... Oui, là j'y arrive, je sais pas, voilà, je me débrouille. Oui. Parce que vous m'avez dit que vous avez du mal à payer la cantine, vous avez du mal que... Bah, j'ai tellement d'ATD, il y a tellement voilà, après, au bout d'un moment, on prend un peu de retard. Bon, après, là je commence un peu à arranger les choses, à m'y retrouver, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Alors, là-dessus, Magali, donc, a pris une avocate. Je signale au passage, parce que c'est assez intéressant, quand même, une avocate qui n'a eu aucun résultat, et qui lui a pris 20 000 euros d'honoraires. Je ne sais pas si vous voyez, une personne qui est dans le besoin, qu'on poursuit pour 325 000 euros, une avocate qui prend 20 000 euros d'honoraires. Moi, je trouve ça complètement stupéfiant. Bon, donc cette avocate a pris 20 000 euros d'honoraires et résultat, pour l'instant, zéro. On est bien d'accord. Bah là, elle a été payée d'environ 10 000 euros, Oui. mais elle détient encore des chèques d'un montant encore de 11 000. Donc voilà. Et dans la convention, donc c'est vrai qu'il y avait effectivement dans les 20 000 euros, plus est réclamé 10% des biens. Donc moi, ça, je trouve ça faramineux, quoi. Oui, non, ça c'est pas bien. Donc, non, c'est pas bien parce que c'est profiter des gens qui sont dans la difficulté. Et donc le fisc, c'est difficile. Alors, vous vous retrouvez dans la situation, vous rentrez dans une situation extrêmement pénible, puisque évidemment, vous ne pouvez pas gagner d'argent, puisque dès que vous gagnez d'argent, le fisc vous le prend. Donc, on voit bien ce qui se passe. On voit bien que le fisc n'a même pas de sentiment, mais pas d'honneur. Parce que le fautif, si fautif il y a, ça on ne va pas prendre position, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Puisque Magali n'a jamais participé, il faut bien comprendre, parce qu'elle n'a jamais participé au contrôle fiscal qui a abouti à ces 325 000 euros. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas du tout d'où viennent ces 325 000 euros. Vous ignorez totalement pourquoi le fisc réclame 325 000 euros. Ah, mais complètement. Quand j'ai reçu ça, j'ai tout de suite j'ai réagi. Je savais que du côté d'Ariba,
Mon ex-mari n'avait pas fait le nécessaire par rapport à la comptabilité, donc j'ai demandé à un comptable ici à Romans de refaire toute la comptabilité d'Ariba. Donc il l'a fait, j'ai mis du temps à retrouver les papiers et tout ça, les factures pour la comptabilité. Donc j'ai payé, parce que ça m'a coûté quand même cher, hein, de bonus par rapport au comptable. J'ai pris dans mes économies, voilà. J'ai introduit ça dans le dossier pour l'avocate. Bon, apparemment, il devrait dans les 20 000 euros au niveau de la comptabilité d'Ariba par rapport au fisc. Hein, c'est ce que le comptable avait vu. Mais le fisc n'en tient pas compte. Mais je crois que mon avocate s'en est même pas servi pour me défendre. Donc en fait, j'ai payé encore un comptable pour que je me sorte de là. Et ça n'a servi à rien. Ça n'est même pas... et voilà. Et moi, de mon côté, je ne peux pas me défendre. Je n'ai pas la parole. Voilà. Donc en fait, vous n'avez pas participé au contrôle fiscal, vous n'avez pas été invité au contrôle fiscal. De toute façon, c'était des affaires que vous ne faisiez pas. Vous avez essayé d'arranger les choses. Alors ces 20 000 euros, je ne comprends pas, parce que si le fisc, vous pensez qu'il était dû 20 000 euros, comment ça se fait qu'ils en demandent que 3 200 ? Je ne sais pas. Bon. Ils ont comme ça... Parce que ces 3 200 sont peut-être simplement le début de choses qui vont être un peu plus importantes plus tard. Ils entourent, parce qu'ils ressortent des relevés de compte. Et j'ai vu qu'ils entouraient des petites choses. Là, par exemple, j'avais vu à un moment donné, moi j'avais touché les 15 000 euros de terrain, par exemple, de chez mon notaire. Et comme bizarrement, il l'a entouré, alors que bon, les impôts le voient tout de suite. Quand il y a une vente devant chez un notaire, c'est tout de suite déduit par les impôts. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le fisc, il ne vérifie pas. Ils mettent tout de suite un montant comme ça, sans bien regarder. Il n'y a pas de calcul, quoi. Enfin, moi, je pense que... Il y a probablement un calcul, mais qui est un peu ésotérique. Alors, enfin, voilà, ils prennent... Je trouve que l'histoire de Magali est intéressante dans la mesure où on comprend bien qu'elle n'était pas dans le monde des affaires, on comprend bien qu'il s'agit d'un sujet qui complètement la dépasse, et tout d'un coup, le fisc, sous prétexte qu'elle a un bien familial dont on est bien d'accord, c'est un patrimoine, c'est quelque chose qui est à elle, qui vient de ses grands-parents, qui normalement devrait aller à ses enfants, qui doit servir à la famille. Le fisc ne répugne pas et va puiser là-dedans pour essayer de se faire payer des choses dont on ne sait même pas pourquoi elles ont été émises. Donc la moindre des décences serait que les gens qui ne sont pas les fautifs dans une opération fiscale ne soient pas inquiétés au simple motif qu'ils étaient l'époux ou l'épouse de la personne qui a fauté. C'est exactement comme si on vous mettez en prison sous prétexte que votre concubin a volé quelque chose ou votre mari a volé quelque chose et que ce soit vous qu'on mette en prison. C'est-à-dire qu'on arrive toujours au même système, la peine, on est toujours dans ce système fiscal où celui qui émet la contrainte est celui qui a calculé la contrainte, émet la contrainte, émet la peine et puis ensuite l'exécute. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun juge à aucun moment qu'après. Et en attendant, on voit bien que le fisc prend l'argent. Alors on nous dit qu'il le rendrait pour le cas où, mais ça n'existe jamais. Donc si vous voulez, c'est complètement d'une injustice terrible. Et donc voilà, Magali qui a tout à fait l'âge de refaire sa vie, ne peut pas refaire sa vie parce qu'elle a ces 325 000 euros qui sont déjà là, qui chaque sous-gagné sont pris pour 105 000 euros, et il y a peut-être d'autres sommes qui viendront après, on ne connaît pas, puisque les sommes qui viennent, elle ne connaît même pas le motif et la raison de ils ont rajouté 38 000 euros encore. Hein. Il y a 321 000 euros, et pour l'année 2009-2010 au niveau des impôts, ils nous en demandent 38 000. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est, mais ça y est depuis plus un an. J'en avais parlé à mon avocate qu'elle s'en occupe pour qu'elle fasse tout de suite opposition, elle ne l'avait pas fait. C'est aussi pourquoi il y a eu des saisies de salaire. Là, mon ex-mari, en ce moment, il est saisi aussi de ses salaires. Au niveau de tout, quoi. Ouais. Donc, vous voyez, on a quand même, on a un exemple, on en aura d'autres, puisqu'on donne la parole aux victimes, de gens qui sont précipités dans la misère par le fisc. Précipités dans la misère par le fisc, c'est-à-dire par la société. Alors le vrai problème qui est toujours le même, on se rend compte quand on est agressé par le fisc, qu'il n'y a pas de justice, mais ça on le perçoit assez rapidement, dès le premier jugement, et puis après le drame c'est que la société ne nous défend pas. La société, parce qu'on aimerait avoir
assez, pas cocasse, mais c'est assez étonnant que votre époux a quand même au début de sa vie été un membre de la société qui va aider ceux qui sont en difficulté, puisqu'il aidait les gens en prison. Hein. Donc on aide les gens en prison, mais le fisc, lui, n'hésite pas à rayer les gens de la carte, et vous n'avez aucune aide, personne ne vous aide évidemment. Vous payez une avocate 20 000 €, bon, on peut pas dire qu'elle ait fait grand-chose, enfin elle a fait beaucoup de choses mais sans beaucoup de résultats, mais c'est pas complètement de sa faute, hein, puisque vous avez demandé, vous avez très légitimement demandé au tribunal une suspension de l'exécution de cette peine, vous a été refusé. C'est-à-dire que le tribunal, avant même de commencer à juger, quand on lui demande une suspension de l'exécution, ne serait-ce que pour récupérer une partie des biens qui sont vendus de la grand-mère, le tribunal refuse. Ah ouais. Refuse. Bon, donc votre avocate a émis un refus qui est systématique. J'ai jamais vu le tribunal accepter que le paiement soit repoussé après le jugement. Donc le tribunal est complètement complice de ces lettres de cachet qui sont éditées par le fisc, c'est-à-dire de ces condamnations sans jugement. Voilà. Donc voilà, cette affaire est extrêmement triste. Je ne peux pas vous souhaiter de vous en sortir, Magali, parce que mon expérience me fait penser que ça ne va pas s'arranger. Et donc, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas signer votre vente, il faut attendre, il faut que votre notaire demande la levée de cette hypothèque sur la maison, et puis faire votre vente après, et puis vous verrez bien si le fisc continue, persévère, alors vous gagnerez peut-être un jour, mais voilà. Donc c'est très difficile, on se met à votre place, bon, je suppose qu'évidemment ça ne vous facilite pas la vie, quoi, hein, ça c'est clair. Voilà. Bah, c'est sûr, ouais. Bien, nous étions chez Magali et nous nous reverrons plus tard avec d'autres victimes. Il y en aura d'autres. Au revoir. Voilà, vous avez vu. Ouais, j'ai trouvé ça un peu, quand même un peu triste. Hein. C'est Ouais. une détresse. Oui. Alors, Ça tue. Hein. oui. Alors, il y a quelque chose dans cette affaire. Il y a quelque chose qui est assez exemplaire. C'est cette idée de foyer fiscal. Alors, moi, je me demande. Vous savez, les femmes ont de multiples associations pour réclamer d'être aussi nombreuses en tant que députées que les hommes, d'être ci, d'être là, enfin d'avoir la jouissance de leur corps, enfin, ce que moi je trouve parfaitement légitime. Mais il n'y en a aucune qui se lève pour parler de cette histoire de foyer fiscal. Je trouve invraisemblable que le fisc puisse, au nom du foyer fiscal, poursuivre une épouse pour les dettes de son mari. Parce que Surtout qu'en plus, elle a divorcé. oui, elle a divorcé, mais elle y est pour rien. Enfin, je veux dire qu'il y a On voit bien qu'elle y est pour rien. Mais- Ça se voit. Hein. Je veux dire, c'est- très souvent dans les couples, là, que ce soit là ou ailleurs, très souvent dans les couples, chacun a sa vie économique. Absolument, Donc, ouais. alors chacun a sa vie économique. Effectivement, ensuite, il y a un foyer fiscal parce qu'on regroupe les bénéfices de chacun pour payer un seul impôt. Mais ça, à la limite, ça peut se comprendre. Mais après, dans la faute fiscale, c'est-à-dire un des époux fait une faute fiscale, il n'y a absolument aucune raison que l'autre paye. Que l'autre soit pénalisé. Mais oui, c'est complètement, mais c'est une honte. absolument. Ouais, ouais. Mais on pourrait aussi avoir un foyer judiciaire. Oui. Hein, c'est-à-dire que votre mari écrase quelqu'un à 200 à l'heure, et puis pof, c'est vous qui allez en prison sous prétexte qu'il est parti en Argentine. Oui. Oui, parce que ce serait le foyer judiciaire. Foyer Voilà. judiciaire. Oui, oui. Non mais vous imaginez, c'est incroyable. Et que les femmes, alors, mais c'est comme être battu. Il n'y a pas de différence parce que regardez dans quel état. Alors cette jeune femme qui a quitté son mari avec son enfant, bon, elle essaie de s'en sortir, et tout d'un coup la dette de son mari, 328 000 €. Oui, 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 oui. La dette de son mari qu'il a créée lui, elle lui vient sur le dos et elle ne peut plus redémarrer. Elle est cuite pour le restant de ses jours. Ah bah elle est cuite là. Bon, vous imaginez, on lui prend évidemment tout ce qu'elle peut gagner, donc elle ne peut rien gagner, donc elle est limitée à, je sais pas, quelques C'est le centaines RSA, d'euros quoi. par mois. Oui. Le RSA. Hein. Et puis, son peu de patrimoine familial, on va lui prendre aussi. Tout ça pour les fautes de son mari. Je trouve ça, moi, alors franchement, ça me choque. Et je pense quand même que les mouvements féminins devraient se révolter contre cette chose-là. Oui, mais enfin bon, on est bien d'accord. Dans les procédures fiscales, tout choque. Tout choque. Oui, Je veux dire, oui. c'est que dès le départ, c'est la lettre de cachet, on est bien d'accord. Hein, Ouais, celui qui dit que vous avez fraudé, en fin de compte, qui vous juge lui-même et qui vous prend lui-même, bon, sans du tout passer par une procédure judiciaire. Ouais. Donc,
Tout est choquant. On nous refuse de garder la preuve. Voilà. Les débats oraux et contradictoires. Non, tout effectivement. Tout est choquant. Non, De A à Z. Ah oui, non, mais on n'est pas. On est dans une. Quand on dit qu'on est dans une zone de non-droit, Oui, on oui. est dans une zone de non-droit. On n'est pas dans une zone de non-droit. On est sous un régime dictatorial du fisc. Oui, oui, on est, Voilà. on est dans une dictature, mais on appelle ça. Une dictature, il n'y a plus de droit. Oui, il n'y a plus de droit. Voilà, c'est la dictature de Bercy, donc le contribuable n'a plus aucun droit sur Voilà. de payer. Donc nous ferons d'autres interviews, puisque la semaine prochaine, nous partons normalement du côté d'Orthès. Nous ferons d'autres interviews, et si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à nous appeler, on viendra vous voir, parce que on pense que... Oui, mais il faudra nous offrir le café. Hein. Oui, mais quelquefois, on ne peut même pas. Je pense que, Il n'y a même plus de café. Magali n'a plus de machine à café. Ouais. Ouais, voilà. Donc, bien, on parle un tout petit peu littérature ou pas du tout? Je crois que ça suffit. Ça suffit. Ouais, On ça verra ça suffit. la prochaine fois. Parce que quand vous regardez Magali, vous n'avez plus envie de rien. Hein. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, Emmanuel, donc, à bientôt. Eh bien, à bientôt. Au revoir à tout le monde.